Alors, ce que je me propose de faire, c'est de partager avec vous un certain nombre de clés de lecture pour essayer de mieux comprendre la société de consommation aujourd'hui. En sachant que je vais éviter tous les discours sur la nouveauté, les tendances, le nouveau consommateur, etc. Bon. Il n'y a pas de nouveau consommateur. D'accord ? Il faut, je pense, essayer de sortir d'un discours, d'accord, qui nous explique qu'il y a des nouveautés tous les matins. Et je vais essayer justement de me focaliser sur des éléments de structure pour essayer de vous donner vraiment une clé de lecture pour essayer de mieux comprendre un petit peu comment s'orienter dans cette société dont je vais montrer qu'elle est complexe et qu'elle est pleine de paradoxes. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut naviguer à travers ces paradoxes. Alors, si on veut réfléchir un petit peu à la société de consommation, il y a plusieurs niveaux possibles. On peut parler au niveau de la société en général, ce qu'on appelle le niveau macro-social. On peut parler des interactions sociales. On peut parler de l'individu. Donc, je vais choisir 5 clés de lecture pour commencer, en naviguant à travers ces 3 niveaux. Donc 5 points qui me semblent importants pour bien comprendre comment se structure ce qu'on appelle la société de consommation. Alors, d'abord, ce qui est important, c'est de montrer que la consommation ne cesse d'augmenter. Je vais tout à l'heure m'inscrire en porte-à-faux par rapport à tout un discours sur la victimisation du consommateur qui s'incarne notamment dans la question du pouvoir d'achat. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais quand on regarde chiffres à l'appui ce qui se passe, la consommation par tête ne cesse d'augmenter, contrairement à ce qu'on nous raconte. Alors, ce qui change évidemment, c'est la structure des dépenses de consommation. Et ça, c'est important de bien avoir ça en tête, mais je pense que vous avez déjà un certain nombre de notions, qui est que si on regarde en fait l'évolution du budget des ménages, donc depuis, on va dire, 1960, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 2 éléments très significatifs de changement. Le premier, c'est la baisse très conséquente de la part de l'alimentation. Et encore là, je me mets par rapport à 1960, mais si je regarde ce que représentait l'alimentation dans le budget d'une famille pauvre au 19e, en gros, c'était 90%. Et sur ces 90%, c'était 80% de céréales. Donc, il y a une diversification, évidemment, de l'alimentation, mais surtout une baisse de la part relative de l'alimentation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est entre 13 et 16%. Et évidemment, il y a un effet ciseau, c'est-à-dire que cette baisse de la part relative, cette baisse relative de l'alimentation dans le budget, elle est symétrique de la hausse de la part du logement. Donc, ce qu'on appelle en gros un effet ciseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, le logement représente une part extrêmement significative. Bon. Alors c'est important parce que ça va induire évidemment des comportements d'arbitrage. Et je vais parler tout à l'heure de la question des dépenses contraintes, qui est quand même un facteur très important de compréhension des comportements d'achat. Voilà. Donc on voit la part du logement qui augmente. Et aussi ce qu'on voit, qui est très intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on nous raconte, le budget énergie n'a pas changé depuis 50 ans. En gros, la part de l'énergie dans le budget des ménages, c'est 9%. Et depuis les années 70, ça ne change pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à faire la différence entre la réalité des faits, ça ce sont des faits, ce sont des chiffres, et le discours social. Et donc, il faut essayer de ne pas se laisser parasiter par le discours social et de toujours essayer de revenir à des faits. Bon. Ça, c'est extrêmement important. Bon, voilà, en gros, pour l'évolution, je ne rentre pas dans le détail. Mais en gros, aujourd'hui, la principale variable d'explication de choix, c'est le logement et le transport. Et donc, ce n'est plus l'alimentation. Donc ça veut dire que quand on fait des arbitrages,
on peut les faire, notamment sur les dépenses alimentaires. Et c'est là que ça va vous affecter directement. Bon. Alors maintenant, j'ai choisi 5 ou 6 éléments qui me semblent importants de garder à l'esprit pour comprendre la suite, qui sont des caractéristiques de la société dans laquelle nous vivons. La première caractéristique, c'est ce qu'on appelle OK. Vous m'entendez, c'est bon? OK. Bon, désolé. Donc, la première caractéristique, en fait, de la société, c'est que... Je cache l'antenne. Et là, c'est mieux? Bon. C'est que, en fait, nous sommes passés d'organisations sociales qu'on appelait des organisations communautaires, c'est-à-dire fondées sur l'interdépendance des individus. On dépendait les uns des autres, on avait des liens organiques, à ce qu'on appelle un modèle de société. Donc c'est le passage de la communauté à la société. Bon, ça se fait en gros à partir du milieu du 19e siècle. Bon. Ce qu'on appelait donc l'individualisation des sociétés. Donc ça veut dire que derrière ce phénomène d'individualisation, il y a un phénomène d'atomisation, c'est-à-dire que l'individu devient le centre finalement d'intérêt et plus la collectivité ou plus la communauté. Et ça, vous pouvez le voir à travers tous ces visuels sur « je suis monsieur quelqu'un »,« moi je veux acheter comme je suis ». Donc l'idée que consommer, c'est montrer qui on est. Toute la campagne de Coca avec les prénoms, d'accord, donc la personnalisation. Et donc de façon générale, ce qu'ont observé les sociologues, c'est une explosion de la subjectivité, c'est-à-dire que les facteurs individuels deviennent beaucoup plus importants que les facteurs collectifs dans les décisions. Bon. Ce qui explique aussi pourquoi on a des problèmes politiques, parce que comment est-ce qu'on peut gérer une société d'individus atomisés, d'accord, qui réfléchissent essentiellement par rapport à leur intérêt propre et pas forcément par rapport à l'intérêt commun. Donc ça a évidemment des résurgences, enfin des conséquences politiques. Mais, comme on va le voir, ces individus, ils ont aussi besoin d'appartenir. Ça, c'est une ancienne pub Rover que j'ai trouvée qui montre que derrière ce désir d'individuation, il y a quand même un désir d'appartenance. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on pourrait appeler la désymbolisation, ou que certains ont appelé le discrédit, c'est-à-dire, en gros, un manque de confiance des uns envers les autres, en tout cas dans des situations de marché. Et la question, c'est est-ce que je peux encore croire ce que me racontent les marques? Est-ce que je peux croire les acteurs du monde économique? Bon. Alors, quand vous voyez cette ancienne pub Guinness, un Guinness is good for you. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on dit Guinness is good for you? Il y a ce qu'on appelle une raison to believe, hein, une raison d'y croire, c'est que dans la Guinness, il y a de l'eau ferrugineuse, donc c'est bon pour la santé. C'est pour ça qu'en Irlande, quand un enfant est malade, au lieu de lui donner du Doliprane, on lui donne un demi-verre de Guinness. Bon. Donc, il y a une raison dans le produit. Bon. Mais on voit aussi que cette défiance, ce discrédit va se manifester à travers, par exemple, des comportements comme la caricature des logos. Alors, vous pouvez trouver des milliers d'exemples de gens qui se sont amusés à détourner les logos, mais en fait, ces détournements, ça montre simplement qu'il y a un manque de confiance et que je ne crois pas celui qui prend la parole sur le marché. Hein, il y a plein d'exemples voilà, de tous ces détournements, de toutes ces caricatures, hein, qui montrent qu'il y a vraiment une question autour du discrédit de la parole aujourd'hui, notamment dans un univers marchand. D'où, par exemple, la question de savoir est-ce que la transparence, c'est un sujet important? Ben oui, c'est un sujet important, mais encore faut-il montrer pourquoi on peut dire qu'on est transparent. Bon.
Donc vous voyez, ça c'est intéressant parce que les caricaturistes de logos, en fait, généralement, ils inversent la signification intentionnelle des marques. Bon. En gros, ils nous disent, les marques font l'inverse de ce qu'elles racontent. C'est ça le discours. Mais à bien y réfléchir, est-ce que nous, consommateurs, on ne fait pas la même chose ? Ben oui, on fait la même chose parce que ce qui nous caractérise en tant que consommateurs, c'est le fait qu'il y a d'un côté ce qu'on dit et de l'autre ce qu'on fait. Et on sait très bien que la plupart du temps, on ne dit pas ce qu'on fait, on ne fait pas ce qu'on dit. Bon, donc il faut bien distinguer ce qui ressort de ce qu'on appelle l'attitude. Donc ce que je ressens ou ce que je pense, ça c'est une attitude. C'est ce qu'on va mesurer dans des sondages ou dans des questionnaires. Et les comportements. Et donc, il y a un écart entre les deux. Mais à la fin de la journée, ce qui compte, ce n'est pas ce que disent les gens, c'est ce qu'ils font. On est bien d'accord. Et donc, il y a un décalage. Et il faut faire attention, parce que tous les discours que vous entendez à la télévision sur la consommation sont issus d'enquêtes par sondage. On ne mesure que des attitudes. Et ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce sont les pratiques. C'est d'observer les gens, de voir ce qu'ils font vraiment. On est en train de faire en ce moment une étude sur l'ultra fast fashion. Et donc l'idée, c'est de demander aux gens qu'est-ce qu'ils achètent comme vêtements, quelle fréquence, etc. Et après, on va comparer avec ce qu'il y a dans leur placard. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, encore une fois, faire attention au décalage entre ce que les gens racontent et ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ce discrédit, il va se manifester par le fait que tout peut avoir de la valeur, même de l'insignifiant. Ça, c'est une feuille. Donc une feuille d'automne, ça n'a pas de valeur marchande. Mais il y a quand même un entrepreneur chinois qui a réussi à en faire un coffret cadeau et qui vend ça l'équivalent de 10 €. Donc je pars de rien du tout et j'arrive en fait à faire monter la sauce avec de la valeur symbolique en disant ce sont des feuilles qui viennent des Champs-Élysées, donc j'y attache une valeur romantique, donc je peux te vendre ça 10 $. Donc tout a de la valeur, rien n'a de la valeur. Ça, c'est ce qu'on appelle la société du discrédit. Un grand acteur peut vendre des salad dressing, d'accord ? Vous connaissez la gamme Paul Newman, alors qu'on n'a pas en Europe, mais qu'on trouve aux États-Unis. Ça Désolé. Merci. Bon, on va rester avec celui-là. Bon, vous voyez, Trump, il est capable de vendre n'importe quoi. Vous voyez ? Ça, c'est les produits Trump. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun lien entre la légitimité de la marque et le produit. Et ça, c'est la caractéristique d'une société du discrédit. C'est-à-dire que tout le monde peut dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. C'est une caractéristique majeure qui, évidemment, est liée à une société de l'incompétence. De l'incompétence. Bon. Regardez, par exemple, Blédina, en gros, qui explique à des parents qui ne savent plus faire une purée pour leurs gamins, il faut en fait manger des vrais légumes. Oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi tu vends des petits pots ? Donc, vous voyez, c'est des discours extrêmement paradoxaux, d'accord, qui consistent à dire on va apprendre aux parents à refaire la cuisine, etc. Mais en fait, l'objectif, c'est quand même de vendre des produits industriels. Bon, c'est le deuxième point. Troisième point, la victimisation. La victimisation, ça consiste à dire aux individus, vous êtes des victimes du système. Bon. Et c'est par exemple donc des articles qui vous expliquent la crise du logement. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise du logement. C'est par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne de 1976, la première campagne de marque d'enseigne, Carrefour, les produits libres, qui vous explique en gros qu'on va vous proposer des produits libres, sous-entendu avant, vous n'étiez pas libre. Et vous n'étiez pas libre, pourquoi ? Parce que vous étiez pollué par les marques qui vous vendaient du baratin, du falbala, de la convivialité. Donc cette idée que les marques vous arnaquent, ça c'est une rhétorique florissante chez les distributeurs, d'accord, qui est souvent associée d'ailleurs à la couleur blanche, la couleur de la virginité. Parce qu'aujourd'hui, celui qui a repris ce discours, évidemment, s'appelle
Leclerc, Michel Édouard. Et comme par hasard, sa couleur, c'est aussi le blanc. Donc cette idée que les grandes méchantes marques vous arnaquent, les fabricants vous arnaquent, vous, petits consommateurs, je vais vous défendre. Ça, c'est la rhétorique de la victimisation. Et ça correspond évidemment à des arguments sur le poids des dépenses contraintes dans le budget. Bon, alors il faut faire attention à une chose, c'est que souvent on confond les dépenses contraintes et les dépenses préengagées. Ça, en fait, ce sont des dépenses préengagées. Les dépenses préengagées, c'est l'ensemble des dépenses que vous allez faire mensuellement parce que vous avez généralement un prélèvement automatique, c'est-à-dire loyer, énergie, assurance, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des dépenses préengagées. Bon, la dépense contrainte, c'est une dépense qui est contrainte socialement. C'est quelque chose que vous êtes obligé d'avoir parce que vous vivez dans une certaine communauté, dans une certaine société. Par exemple, aujourd'hui, il est difficile de vivre sans un téléphone portable, sans un ordinateur, sans une imprimante. Pourquoi ? Parce que si votre enfant vous demande ce soir à 23h d'imprimer la carte de l'Ouzbékistan, eh ben, il faut avoir tout le matériel pour faire ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dépense contrainte. Et une dépense contrainte, ce n'est pas une dépense préengagée. Donc ça, c'est très important parce que la contrainte, c'est le premier facteur explicatif des choix de consommation. La contrainte. Bon. Et donc, il y a un sentiment aujourd'hui de l'augmentation des contraintes. C'est un sentiment, d'accord ? Et un sentiment, ce n'est pas toujours la réalité. Bon. Et alors là, une chose qui m'a beaucoup frappé, il y a eu un article il y a quelques mois dans le journal Le Monde sur l'abonnement Netflix, parce que Netflix a augmenté le prix de ses abonnements. Donc ils ont fait une enquête et en fait ils se sont aperçus que certaines personnes étaient prêtes à faire des arbitrages, notamment sur les dépenses de loisirs, mais aussi sur les dépenses alimentaires, pour continuer à profiter d'un abonnement Netflix. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que le budget alimentation, il peut servir de variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'avant, on vous disait il y a 30 ans, c'est la crise, les gens vont moins en vacances, ils vont moins au cinéma, etc. OK, mais aujourd'hui, l'alimentation devient une variable d'ajustement. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des évolutions dans la structure des repas, de plus en plus de gens qui vont sauter des repas, qui vont manger beaucoup moins de viande, etc. Ça, c'est des réalités factuelles. Bon. Donc, vous voyez bien que le budget Netflix, c'est une dépense qui est contrainte, d'accord, qui devient préengagée, mais qui est une dépense culturelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre sans Netflix, mais sauf qu'il y a des gens qui préfèrent avoir Netflix que peut-être de partir en vacances. Bon. Donc ça, c'est important parce que c'est évidemment lié à ces questions de la représentation. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un petit bouquin cette année, en fait, pour montrer pourquoi la rhétorique du pouvoir d'achat est extrêmement pernicieuse, parce qu'elle crée en fait une société victimaire, donc elle crée de la violence sociale, de la défiance, et que, en fait, on voit bien d'ailleurs dans les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, l'objet, c'est de construire la valeur des produits, c'est pas de la détruire. D'accord ? Donc, il faut absolument sortir de toute la rhétorique de la baisse des prix, de l'effet d'aubaine et de la promotion. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a un développement de comportement d'achat opportuniste. C'est-à-dire que les gens, maintenant, vont changer d'enseigne pour aller bénéficier d'une promotion, ce qui était moins le cas avant. Et donc, du coup, c'est ça qui va driver l'achat. Et ça a des conséquences catastrophiques parce que ça contribue à détruire de la valeur économique, alors que justement, il faut construire la valeur économique et préparer les populations au fait que le prix des produits, notamment alimentaires, va augmenter nécessairement dans les années qui viennent. C'est impossible que le prix baisse pour toutes les raisons que vous connaissez sur l'énergie, l'environnement, etc. Et donc, il faut politiquement préparer les populations à la hausse du prix et certainement pas à la baisse des prix. Bon, et donc ça, évidemment, ça a une conséquence, c'est le développement de logiques d'optimisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit ressurgir en fait un comportement qu'on décrivait comme étant celui de l'homo economicus, c'est-à-dire celui qui va optimiser son utilité,
quel que soit le coût social de ses choix de consommation. Voilà, et donc ça, c'est une rhétorique qui a été préparée notamment par des marques comme Ikea, d'accord, en vous disant, ben voilà, tu vas installer ton fils qui va faire ses études à Toulouse ou à Montpellier, je te vends tout le studio pour, je sais pas quoi, 350 €. Donc ça, c'est tout un discours d'optimisation, vous voyez, typique. Voilà tout ce qu'on peut faire avec un outil Ikea. Voilà, on peut monter une voiture. Et puis, vous avez aussi des marques asiatiques. Ça, c'est la fameuse marque Muji japonaise. Muji, en japonais, ça veut dire 100 marques. Le 100 marques est devenu une marque. Cette idée qu'il faut se libérer de l'essentiel, il faut vider son intérieur. Et donc, c'est une autre forme d'optimisation. Mais l'optimisation, c'est quand même, je pense, un principe structurant dans les attentes et dans les comportements. Bon. Alors, autre chose qui me paraît significative, la co-création. L'idée qu'aujourd'hui, on va en fait essayer de faire participer le client dans le processus de création de valeur. C'est-à-dire que le client, ce n'est plus simplement un récipiendaire d'une valeur existante, on va lui faire co-créer de la valeur. Et ça s'appelle en gros l'économie de l'expérience. Et c'est la différence entre vendre une expérience et vendre un service. Dans une expérience, vous avez de la customisation, c'est-à-dire que vous allez engager le client dans le processus de création de valeur. Bon, c'est par exemple, ça c'est une stratégie d'engagement de Burberry qui demandait à ses clients de se prendre en photo avec le produit iconique, le trench coat, pour faire comme ça un mur d'images. Mais c'est évidemment la Nikeisation de l'économie, c'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir customiser ces produits, ce qui va permettre de les vendre beaucoup plus cher. Bon, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en mettant le consommateur au travail, on est capable de lui vendre des produits beaucoup plus chers. C'est ce qu'a compris Nike dans les années 95-96. Bon, donc ça, je trouve que c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir, c'est comment je peux engager mes clients dans le processus de création de valeur, comment je peux faire en sorte qu'ils soient impliqués. Et un consommateur impliqué, il va payer plus cher, il va acheter plus souvent, il va acheter plus. Ça, on le sait, il y a plein d'études là-dessus. Bon, vous voyez même Levi's qui fait des ateliers pour vous apprendre à réparer les jeans, etc. Donc il y a plein d'exemples. Je passe, c'est l'atelier des chefs. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Voilà, c'est payer 300 € pour aller préparer le dîner avec un chef. Et puis après, on mange tous ensemble. Bon, c'est surtout pour les séminaires d'entreprise de cadres de la défense. Mais c'est des prestations qui sont facturées très cher. Parce que, évidemment, ça permet aux gens de se donner l'illusion qu'ils vont apprendre à cuisiner en 1h30. Bon. Mais là, on est vraiment dans l'économie de l'expérience. Bon, et ça, c'est instrumentalisé par un certain nombre de confrères comme Pierre Marcolini, qui a ouvert à Bruxelles une pâtisserie fraîche et vivante. En gros, vous rentrez dans la salle et vous dites ce que vous voulez et il vous dit, soit vous restez, on va faire le gâteau ensemble, soit je vous le fais, vous revenez dans 1h30 ou dans 2 heures. Donc on est vraiment dans cette logique de la co-création de valeur. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que notre perception de la valeur a changé parce qu'on est dans un stade du capitalisme qui est voué à la question de l'expérience. Bon. Et puis, dernier point, pour finir sur le constat, c'est le développement des stratégies de coopétition. C'est-à-dire que notre perception de la concurrence a sensiblement changé. Avant, on ne bossait pas avec ses concurrents. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je prends juste un exemple, c'est l'opération qui a eu lieu il y a 2 semaines entre KFC et Burger King. C'est en gros, on est concurrents, mais on va bosser ensemble pour faire une opération de com. Donc l'idée, c'est d'avoir un sandwich qui est le même, sachant que chez KFC, c'est avec du poulet, chez Burger King, c'est avec du bœuf. Mais on est concurrents, on travaille ensemble pour créer de la valeur. Et surtout, on travaille ensemble pour contrer l'ennemi qui est McDonald's. Donc on voit que c'était totalement improbable que 2 enseignes travaillent ensemble alors qu'ils sont concurrents frontaux. Aujourd'hui, c'est possible. Donc ça veut dire que ça, c'est un changement extrêmement significatif. Bon. C'est l'exemple de Reflet de France.
c'est ce que raconte Reflet de France en disant « Moi, je suis une caisse de résonance de PME. Je fais travailler 500 PME en France. » C'est exactement ce qu'ils font. En fait, ils se positionnent comme un acteur qui permet de relier des entreprises, de créer de la valeur. Donc, ils sont complètement là-dedans. Bon, je le dis parce que je sais que vous travaillez avec eux. Donc voilà, et donc encore une fois, c'est une pratique et un discours récupéré par la distribution. Et donc ça, il faut se le réapproprier, ce discours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser, évidemment, la distribution s'emparer de cette thématique. Ça me semble extrêmement important. Alors, ces choses étant dites, je voudrais maintenant montrer que, donc, même si nous sommes dans un univers qui est complexe, qui est difficile à comprendre parce que les individus sont bourrés de paradoxes et de contradictions, ça c'est mon point de départ, on peut quand même identifier des scénarios d'achat et de consommation. Bon. Et je vais en montrer 4 qui me semblent les plus intéressants. Alors, la question c'est qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un choisit un produit ou fait ses courses, hein? Comment est-ce qu'on peut segmenter, non pas les gens, mais les scénarios? Parce que l'idée, c'est que je ne crois pas tellement à une segmentation des personnes selon des caractéristiques, hein, démographiques ou sociales, etc. Je pense que ce qui est important, c'est que quand on achète, en fait, on a un scénario en tête. Et les gens qui font du design savent bien que quand on design un produit, on le design en fonction d'un scénario de vie. Bon, et pas en fonction du profil psychologique ou économique de la clientèle. Et donc l'idée, c'est de savoir en fait comment est-ce qu'on peut segmenter ces scénarios. Alors, en gros, il y a 4 scénarios qu'on retrouve systématiquement, quel que soit le marché, mais là je vais l'appliquer à votre domaine, qui est l'agroalimentaire. Le premier scénario, c'est un scénario qu'on appelle fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va chercher la simplicité, on va chercher à gagner du temps, d'accord? Là, ici, l'objet de valeur, c'est ce qu'on appelle le gain de temps, donc la praticité, la fonctionnalité. Et donc aussi, quelque part, l'importance de la qualité. Donc c'est par exemple l'évolution des pratiques d'achat. Bon, ça c'est des murs que vous trouvez en Corée du Sud, hein, c'est-à-dire que vous allez dans un centre commercial ou devant une pharmacie, vous ne rentrez même pas dans le magasin, vous allez avoir un écran virtuel, enfin un écran qui va vous permettre de commander directement. Donc c'est-à-dire qu'on va se passer de l'étape de la vente au comptoir. Bon, ça c'est des choses très très en vogue en Asie, parce qu'en Asie, on est dans l'accélération permanente, et donc on est vraiment à la recherche de tout ce qui peut faire gagner du temps. Donc c'est la rapidité, en fait, c'est la rapidité qui prime. Ça c'est intéressant, c'est un dispositif qu'a mis en œuvre la marque Clinique, qui vend des cosmétiques. En gros, c'est un petit bracelet. Quand vous êtes dans un aéroport, dans les boutiques travel retail, en gros, selon la couleur, ça veut dire soit dès que vous avez fini avec le client précédent, venez m'aider, soit laissez-moi tranquille, soit si vous voyez que j'hésite, venez me demander. Donc on voit bien qu'on va segmenter en fait les parcours clients en fonction d'une attente qui est essentiellement le rapport au temps, le rapport à la praticité. Et donc, ça, évidemment, ça a plein d'implications sur le packaging, sur la question de l'utilité des marques. Ça, c'est une vieille pub Monoprix, hein, c'est l'ancien logo. Déjà, ils se posaient la question, qu'est-ce qu'on fait pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait pour vous aujourd'hui? Et vous voyez que Monoprix a développé tout un champ d'activité autour du easy, du simple, du livrable, etc. Donc, sur le scénario fonctionnel. Donc ça, c'est le temps, la rapidité. Deuxième scénario, ce qu'on appelle le scénario critique, qui porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on est critique à l'égard du système, donc on est justement dans une logique d'optimisation parce que généralement, on n'a pas confiance. Bon. Et donc, c'est l'idée que, on va aller chercher l'essentiel. Donc là, c'est simplement pour montrer que ça correspond évidemment à des phénomènes de société, hein, sur la hausse de l'insuffisance alimentaire. Et le scénario critique, en fait, c'est tout un scénario autour de qu'est-ce qui est suffisant pour vivre. Donc c'est autour de la sobriété, d'accord? C'est de tous les produits qui ne sont pas nocifs à l'égard de l'environnement.
Et donc cette idée que il faut aller à l'essentiel, je passe, d'accord, et que donc il faut des éléments qui préservent la nature. C'est-à-dire qu'on est dans une posture extrêmement critique, d'accord, et donc on va aller à l'essentiel sans endommager effectivement l'environnement. Et derrière ça, vous avez évidemment quelque chose qui est prédominant, c'est le rapport qualité-prix, le value for money, hein, ce qu'on appelle en économie l'effet d'aubaine. C'est-à-dire, voici tout ce que je peux avoir pour 179 €. Ça, c'est typique de la rhétorique d'IKEA, qui, je le rappelle, est une marque qui vient de Suède, donc qui est protestante, donc on ne gâche pas, donc on va à l'essentiel. Hein, en gros, c'est le temple protestant contre la cathédrale catholique. En gros, surtout, allons vers le plus frugal possible. Et ça, c'est vraiment, je pense, un scénario très, très, très dominant aujourd'hui dans la société. Pourquoi ? Parce qu'on est infusé par des marques asiatiques qui ont ce discours. On a toute l'influence des marques nordiques, comme Ikea, mais il y en a d'autres. Et ça correspond évidemment à tout ce discours sur le respect de l'environnement et sur la sobriété. Voilà. Donc vous voyez tous ces exemples, d'accord ? C'est en gros, encore une fois, c'est Leclerc qui a les mêmes enquêtes que tout le monde, hein, qui montrent que les Français, ils veulent tous manger bio, mais si c'est pas plus cher. Voilà le paradoxe. Et derrière ça, il y a la question du sacrifice. Est-ce que je suis prêt ou pas à faire un sacrifice pour manger bio ? Ça, c'est une vraie question. Et c'est ça, en fait, qui définit la valeur. Qu'est-ce qu'on appelle valeur ? C'est quelque chose pour quoi je suis prêt à m'engager et à sacrifier des ressources. On est d'accord ? La valeur, ce n'est pas juste de dire je suis pour la liberté, je suis pour l'inclusivité. La question, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour la liberté ? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour manger organique ou pour défendre la planète ? Et donc, il y a un sacrifice qui peut notamment être un sacrifice monétaire, mais pas uniquement. Et donc, on en revient à cette question de l'arbitrage. Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est de manger bio ou est-ce que c'est de sauver la planète ? Et en fait, qu'est-ce qui reste à la fin de la journée ? C'est manger bio ou sauver la planète ? Certainement pas sauver la planète. C'est le dernier des soucis des gens quand ils achètent. Je suis désolé de dire ça, mais toutes les observations montrent que d'abord, il n'y a qu'en Europe, et surtout qu'en France, qu'on se pose la question de la sustainability, du respect de l'environnement, etc. Tout ce qui est la raison d'être, etc., c'est des choses qui sont hypertrophiées dans les cultures européennes, mais que vous ne trouvez ni aux États-Unis, ni en Asie. Mais aucune marque japonaise qui vous parle de raison d'être ou d'entreprise à mission. Ça n'existe pas. Là-bas, il faut sauver sa peau et pas sauver la planète. D'accord ? Je lisais encore un article hier dans l'Obs, c'est une historienne et sociologue de la mode, qui dit en gros, si je me rappelle de la citation, les gens se fichent complètement de savoir que leur vêtement a été fabriqué par des esclaves. Elle travaille sur la fast fashion et l'industrie justement de l'ultra fast fashion. Et en gros, ce qu'elle dit, c'est que les gens ne veulent surtout pas savoir comment sont faits les produits parce qu'ils ne veulent pas avoir mauvaise conscience. Et donc, il faut invisibiliser tout ça. Donc, on en revient sur la question de la confiance, de la transparence. Donc, les gens n'ont pas du tout envie de savoir comment sont faits les produits. Et ça, c'est un vrai problème quand on veut travailler honnêtement, qu'on travaille la terre, qu'on est dans la générosité, qu'on respecte tout un tas de critères qui ont un coût économique. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas des éléments qui sont valorisés. Et donc, il faut trouver des moyens de les valoriser. Bon, et donc, aujourd'hui, ce qui prédomine, c'est cette rhétorique de l'optimisation qui correspond évidemment à une stratégie de victimisation du consommateur qui est largement nourrie et par les distributeurs et par les politiques. En gros, quand un politique n'a rien à dire, il vous parle de pouvoir d'achat. Et vous avez remarqué que François Bayrou n'a jamais employé cette expression. C'est-à-dire que c'est plutôt bien parti, à mon avis. Bon, bref, alors je passe. Tout ça, c'est scénario critique. Bon, enfin, j'espère. Alors, troisième scénario, l'utopie.
L'utopie, c'est on vit dans un monde, on partage des valeurs, voilà, donc c'est famille, joie, amour, bonheur, etc., etc. Bon, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le scénario utopique, c'est-à-dire qu'on va se projeter dans un monde idéal. Et voilà, donc c'est, vous connaissez cette marque, hein, c'est comment vendre du pet food au prix du foie gras. Chez Bas, bon, c'est que le chien ou le chat va vous donner son amour. Voilà. To create a better everyday life for the many people. Ça, c'était le fondateur Ivar Kamprad d'IKEA. Hein, je veux rendre la vie plus belle aux gens. Bon, Grand Frais, c'est le territoire de Grand Frais. Je vous fais bien manger. On ne parle surtout pas du prix. Je vous fais bien manger. Voilà, c'est ce genre de choses. Les petits moulins de France. D'accord ? En France, tout ce qui est petit est gentil, mignon et valorisé. Vous avez remarqué ça, hein ? Le petit ami, le petit café, tout est petit. Et petit, ça veut dire mignon. Et mignon, ça veut dire que voilà, ça crée de l'émotion. Bon, même McDo est capable de dire ça. De vous emmener dans l'utopie. Oui, oui. C'est évidemment les marques distributeurs 4e génération. Même quand ce ne sont que de pâles copies, comme ici. Mais c'est tout le discours hein, de nos régions du talent, itinéraire des saveurs, bon, etc., etc. Donc tout ce discours sur le terroir, sur l'origine, etc., c'est un scénario utopique. C'est votre scénario. On est d'accord ? C'est ça que vous vendez. Ce n'est pas du scénario critique, hein, on est bien d'accord. Mais sauf que le scénario critique, il est dominant aujourd'hui dans les mentalités. Et donc, il va falloir travailler ensemble pour faire changer les mentalités. Ça prend des années, mais c'est possible, pour les emmener vers le discours utopique. Parce que c'est là qu'on peut créer de la valeur. C'est certainement pas dans le scénario critique. Donc ça, c'est votre terrain de jeu, enfin, tel que je l'ai compris. Hein. Après, on peut discuter. Hein. Il y a la charcuterie, du vin blanc, tout ça, on va pouvoir s'écharper. Mais ça, c'est votre terrain de jeu. Mais sauf que j'ai pris évidemment des visuels Leclerc pour montrer que c'est un territoire qui a déjà été récupéré par la grande distribution. Et c'est là que ça va devenir très compliqué. C'est comment on peut être légitime sur ce territoire quand on se bat contre la grande distribution. Ça c'est une vraie question. Et sauf que vous avez un dispositif de preuve que n'a pas le distributeur. Vous pouvez montrer que vous faites des choses. Lui ne fait que distribuer. Surtout Leclerc, par opposition à Intermarché, bien sûr. Bon, vous voyez, par exemple, hein, c'est toute l'histoire de la marque Poilane. Je ne sais pas si vous connaissez, mais toute cette histoire du pain artisanal, cuit au feu de bois, qui est hors de prix. Et puis, j'ai pris un autre exemple qui est intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, La Mémère, les glaces La Mémère. Bon, c'est en gros une glace qui est fabriquée à la ferme. Donc, en fait, ils apportent tout un laboratoire dans la ferme. Donc, l'éleveur, l'agriculteur va fabriquer lui-même la glace qui est empaquetée et qui part directement dans les magasins. Donc ça, je trouve que c'est un très très bon exemple justement d'un produit à très forte valeur ajoutée qui permet de valoriser le produit qui sort directement de l'exploitation. Et donc là, on est dans un mécanisme de co-création. Hein. Donc tout ce qui est la co-création, favoriser les liens sociaux, l'être ensemble, la famille, etc., tout ça, c'est dans ce scénario utopique. Qui est, je pense, vraiment, pour vous, le plus important. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer de construire ensemble pour créer de la valeur. Bon, il y a plein d'exemples. Hein. Jean-Yves Bordier à Saint-Malo, la Maison du Beurre, je ne sais pas si vous connaissez, bon, c'est un petit peu loin d'ici, mais en gros, il arrive à vendre du beurre 45 € le kilo parce qu'il y a un petit peu d'algues, un petit peu de poivre de Séchouan, et de temps en temps un petit peu de truffes d'été ou d'hiver. Donc c'est quelqu'un qui a réussi à réanoblir ce produit banal qui était le beurre. Voilà. Et donc, scénarisation, dans sa petite boutique, il a fait un petit musée du beurre. C'est du beurre de baratte, donc c'est fait à la main, etc., etc. Après, il a fait des fromages, de l'affinage. Et en fait, si vous allez dans n'importe quel restaurant un peu huppé ou hôtel dans la région, jusqu'à La Rochelle, vous verrez que sur la carte, vous voyez apparaître fromage affiné par Bordier, ou beurre Bordier. C'est-à-dire qu'il a réussi à créer une marque sur un produit qui est quand même une commodité, qui est un produit banal. Bon, il y a plein d'exemples, mais donc toutes ces initiatives de relocalisation,
de discours sur la région, d'ancrage territorial, c'est le scénario utopique. Hein, vin de terroir, terre de partage. On est au cœur du sujet, là. Donc, dans le vin, on a beaucoup ce genre d'approche. Parce que, évidemment, cette question du terroir, elle est dans l'utopie, dans la question des imaginaires. Bon, je passe. Hein, c'est les produits en Bretagne, etc. Et alors ça, pourquoi c'est important? Parce que c'est lié, en fait, à un mouvement qu'on appelle le qualitarisme, qui est la recherche de la qualité dans une société du merdique. D'accord? Parce que la société du cheap, la société du pouvoir d'achat, c'est une société du volume qui produit du merdique au sens propre et figuré. Le sens propre, c'est des produits de mauvaise qualité qui ne durent pas. Et au sens figuré, c'est ce qu'on appelle le bullshit, le baratin. D'accord? C'est-à-dire des gens qui disent n'importe quoi, qui ont une opinion sur tout et rien. D'accord? Et donc, l'idée, c'est comment on peut réancrer une qualité des produits, mais aussi une qualité dans les relations, parce que les deux sont liés. Bon. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le qualitarisme. Et donc, il y a un philosophe belge qui s'appelle Pascal Chabot, qui a beaucoup travaillé justement sur cette question de la qualité, et la qualité contre la merdification de l'existence. Je le cite. Hein. C'est-à-dire tout ce qui empoisonne les relations, parce qu'il n'y a pas de sincérité, et qu'on n'a pas envie d'apporter quelque chose aux autres qui ait de la valeur. Or, c'est ça, je pense, l'enjeu, notamment dans le monde de l'alimentation. Et il reste un dernier scénario qui est connexe à celui-ci, qui est en gros le scénario hédonique, c'est-à-dire la recherche de plaisir. Parce qu'évidemment, on ne peut pas évacuer cette question. Et donc, cette idée que, bah oui, on peut vivre dans le beau. Bah oui, le beau, c'est quelque chose qui peut se démocratiser. Qu'on peut bien manger. D'ailleurs, je précise que je n'ai pas montré de chiffres sur l'évolution des marques de distributeurs. Donc, comme vous le savez, il y a une hausse qui continue des marques de distributeurs, sauf sur les premiers prix. C'est ça qui est très intéressant. C'est que les marques de distributeurs, en gros, dans le monde, elles représentent un produit sur 3. En France, on doit être à 32%, quelque chose comme ça. Mais c'est une moyenne qui est plus ou moins mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que les marques premier prix ne progressent pas. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 5%. Et donc, ça veut dire que les gens, notamment sur l'alimentaire, ne veulent pas acheter du premier prix. Et même, on voit sur les gens qui ont des budgets extrêmement contraints, ils n'achètent pas de produits alimentaires premier prix. Donc, ils préfèrent se priver de certaines catégories, mais quand même accéder à une certaine qualité. Bon. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec le scénario précédent, c'est tout le repositionnement de Lidl, qui a quitté le monde du discount en disant « moi, je ne suis plus un discounter, je suis dans le good value for money, donc j'augmente le rapport qualité-prix et donc j'augmente le prix ». Ça, c'est intéressant de voir justement comment Lidl est sorti du monde du discount, exactement comme Monoprix est sorti de la catégorie magasin populaire il y a 20 ans avec succès. D'ailleurs, voilà, on voit. Voilà, donc c'est tout ce discours non au quotidien, voilà, le lait, ça peut être beau. Ah oui, pourquoi pas. Bon, etc., etc. Voilà, donc le plaisir. Donc en gros, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que vous avez 4 scénarios de consommation. À gauche, vous avez plutôt des scénarios qui sont dans la praticité, donc recherche du temps, enfin de gain de temps et recherche d'économie. Et à droite, vous avez plutôt des scénarios sur être ensemble, le plaisir, etc. Bon. Alors, ces 4 scénarios, mais j'arrive au dernier point, c'est que ces scénarios ne sont pas exclusifs les uns des autres. Parce que les individus ne se comportent pas de façon monoaxiale. Et c'est là qu'il faut intégrer la question de la contradiction. Nous sommes pétris de contradictions parce que nous sommes des êtres humains. Et vous remarquerez que si vous essayez de vous appliquer ça à la façon dont vous faites les courses, vous allez voir que dans certains cas, vous êtes fonctionnel, dans certains cas, vous êtes hédonique, dans certains cas, vous êtes utopique. On ne peut pas dire « je suis là, là ou là ». C'est pour ça que je ne crois pas à la segmentation par caractérisation des personnes, mais plus des scénarios. Bon. Donc, on est tous capables d'obéir à l'ensemble de ces scénarios. Ça dépend des situations d'achat et de consommation. Et c'est là que ça devient compliqué. Et c'est ce qu'ont compris certaines marques, d'accord, qui sont capables de couvrir les 4. Je prends McDo.
McDo, vous avez de la praticité. Ils ont inventé le fast-food et le drive-in. Vous avez la valeur critique d'optimisation avec les best value meal, c'est-à-dire tu rajoutes 2 €, tu as un énorme cornet de frites et 2 litres de coca, donc optimisation. Les valeurs utopiques avec le restaurant familial, on va organiser l'anniversaire du petit, etc., etc. Ils avaient même pensé un moment, McDo, pour remplir les restaurants l'après-midi, faire des thés dansants en faisant des associations avec les maisons de retraite. Bon, ça n'a pas marché, mais c'était ça l'idée. C'est comment générer du flux avec des gens qui ne viendraient pas et comment remplir le restaurant aux heures creuses. Et puis, vous avez les valeurs hédoniques. Regardez la façon dont ils photographient les burgers, les sundaes, ça dégouline, quoi. C'est la caverne d'Ali Baba. Donc, la force des marques aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de défendre, c'est de tenir plusieurs positions ensemble. Et quand vous tenez les 4 positions, bah, vous êtes ultra leader. Parce que vous êtes sûr que chacun va tomber dans un scénario à un moment donné. Donc, vous pouvez récupérer le maximum de clients. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut intégrer de la contradiction. Je prends Monoprix, c'est exactement pareil. Ils sont très forts sur la praticité. Ça a été les premiers à faire de la livraison à domicile. Ils sont très forts sur les valeurs critiques. Ils sont très très forts sur les valeurs utopiques, le magasin où on est bien, etc. Et ils sont très 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 forts sur la distraction, la valeur hédonique. Bon, ils sont 30% plus chers que Leclerc, mais ils arrivent à tenir ces 4 pôles. Et donc, ça veut dire que derrière ça, le succès, le facteur de succès, c'est la capacité à intégrer de la contradiction. Voilà. Et vous voyez, par exemple, dans les marques préférées, les marques d'enseigne préférées des Français, hein, je ne sais pas si vous avez vu ce classement, donc pour la première, enfin, Action donc, est numéro 1 depuis 2023. Et puis, vous avez donc des marques très, très fonctionnelles. Donc, vous avez Decathlon, Leroy Merlin, Ikea, Leclerc. Et puis, vous avez des marques qui sont plus hédoniques, d'accord, ou plus utopiques, comme, par exemple, Picard et McDonald's. Donc ça, c'est intéressant, ce classement, parce que ça montre, finalement, quelles sont les attentes des Français par rapport à une marque d'enseigne. Hein. Je parle bien de marque d'enseigne. Bon. Et donc, on voit bien que tout le discours sur le scénario critique est hyper dominant dans ce classement. C'est la moitié des marques. C'est la moitié des marques. Donc, point conclusif, c'est que tout ça, ça nous amène à une idée qui est que finalement, il faut comprendre et accepter et gérer des tensions et des paradoxes. Voilà. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut à la fois plaire à ces gens qui aiment ça et plaire à ces gens qui aiment... J'utilise autant de micros que Macron de Premier ministre en 2024. Pas belle la vie ? Bon, donc, attendez, comment est-ce que je reviens en arrière ? Oui, alors, il y a 2 axes, je pense, qui sont intéressants. C'est d'abord, est-ce qu'on se focalise sur le jeu ou est-ce qu'on se focalise sur la collectivité ? Et est-ce qu'on on a une représentation de la société qui est plutôt une logique d'interaction ? D'accord, on va créer de la valeur ensemble, ou plutôt une logique de conflit, une logique dualiste. Voilà. Et donc, là, c'est simplement, pour terminer, pour vous montrer que ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas avoir de discours définitif sur le consommateur, ça ne veut rien dire. On est juste capable de montrer qu'il y a des scénarios et de montrer qu'il y a des tensions entre des positions qui sont contradictoires. Donc là, j'en montre. Hein. Donc par exemple, à la fois, on veut du prix bas, mais on veut de la qualité. En même temps, on va rechercher son meilleur intérêt, l'effet d'aubaine, mais on veut de la justice sociale. En même temps, on veut de la réassurance, mais en même temps, on veut être étonné. En même temps, on est dans des pratiques très, très, très routinières, parce que je vous rappelle que 70% des décisions d'achat sont des décisions routinières, mais en même temps, on veut de la surprise, on veut du changement. En même temps, on se sent seul, ou on veut être seul, mais en même temps, on est ensemble, et on veut être ensemble. En même temps, on valorise tout ce qui est de l'ordre du présent, la tendance, etc., la mode, et en même temps,
on a une recherche d'historicité. C'est-à-dire qu'on attend un discours sur le passé, l'héritage, la tradition, le terroir. Et en fait, c'est toutes ces complexités qui font les individus aujourd'hui. Et c'est pour ça que par rapport à ça, ce qui est important, c'est de faire des choix clairs et précis. Parce qu'on ne peut pas satisfaire à toutes ces attentes, c'est pas possible. Donc il faut faire des choix. Et faire des choix, ça veut dire exclure. Et moi, je pense que ce qu'il faut exclure, c'est tout le pôle critique, qui est le pôle justement qui va renchérir sur la victimisation du client, qui va focaliser sur le prix et qui va finalement détruire à la fois de la valeur économique et du lien social. Et je pense que ça, c'est très dangereux parce que je pense que votre utilité sociale et votre fonction, c'est évidemment de créer de la richesse pour créer des emplois, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi retisser le lien avec les savoir-faire et avec les territoires. Et ça, c'est quelque chose que d'autres acteurs ne sont pas capables de faire. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là et comme ça, on va, si vous voulez, avoir un petit moment d'échange. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il y a un 5e micro au cas où ou pas? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des critiques, des interrogations, des doutes, des angoisses, des rêves, des utopies, des... Ne vous inquiétez pas, il y aura à manger après. Qui? Je dirais, la vraie question du fond du débat, oui, c'est la ménagère qui vote tous les jours. Quand elle va acheter ses produits, eh bien, en faisant ça, elle fait travailler... oui. Voilà. Enfin, la ménagère ou le ménager. Bon. Bon. Oui, mais c'est-à-dire que là, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est on vote avec son porte-monnaie. Oui, mais en n'en ayant pas forcément conscience. Et en fait, on en a conscience quand ça nous arrange. Et en fait, on ne veut pas en prendre conscience quand ça ne nous arrange pas. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que, qu'on le veuille ou non, on vit dans une société qui est judéo-chrétienne et qui est structurée par la question de la culpabilité et de la faute. On est dans une culture de la faute, alors que les Asiatiques sont plutôt dans ce qu'on appelle les cultures de la honte. Donc, c'est deux logiques différentes. Et donc, la culpabilité, c'est une notion qui est vraiment structurante dans nos choix de vie et de consommation. Bon. Il y a une anthropologue qui a fait un livre très intéressant qui s'appelle « Les enfants gâtés », dans lequel elle montre que ce qu'on appelle la nouvelle génération, dont on dit qu'elle est très sensible à l'environnement, etc., en fait, c'est une génération qui a changé ses pratiques en disant « on va faire de la seconde main, de la location de vêtements, etc. » Mais c'est simplement pour continuer à surconsommer en ayant bonne conscience. Parce que ça n'a aucun impact positif sur l'environnement, même c'est encore pire, parce que quand vous changez de vêtements tous les 3 jours, parce que vous louez des vêtements, donc il y a tout le coût de transport, etc., qui est un grand invisible, hein, parce que les gens ne se rendent pas compte. Hein. Ils disent ah oui, la marque Petit Bateau, c'est super, parce qu'ils récupèrent vous savez, les anciens produits, et puis ils les remettent sur le marché. Mais sauf que quand le produit est abîmé, il faut le retisser, donc ils le renvoient par avion dans une usine, je ne sais pas où, en Pologne, et après ça revient. Donc le coût carbone est catastrophique. Mais donc, encore une fois, c'est l'effet d'affichage contre la réalité. Bon. Donc, c'est toutes ces questions qui appellent à, je dirais, un courage politique qui va être de rendre visible, en fait, ce qu'il y a dans le produit. Et en fait, aujourd'hui, politiquement, on voit qu'il y a un blocage. Hein. Comme vous le savez, donc, il y a eu tout un travail du gouvernement sur le score environnemental. Ben, pour l'instant, il ne voit pas le jour. On est déjà en train de détricoter le Nutri-Score parce qu'évidemment, ça ennuie apparemment un certain nombre de multinationales. Et puis en plus, il y a un autre problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'informations sur les packaging. Mais c'est sûr que l'idée, ça serait d'aller vers une visibilité croissante de ce qu'il y a dans les produits et surtout de la répartition de la valeur. De la répartition de la valeur. C'est pour ça que je trouve l'initiative de Nicolas Chaban très salutaire, parce que l'idée de dire qu'on va permettre en fait aux gens qui achètent les produits de participer au processus d'élaboration, notamment du prix, en disant est-ce que je suis prêt à payer ma brique de lait
5 centimes de plus pour que l'éleveur aille en vacances 15 jours. C'est ça la question. C'est une question d'arbitrage, la question de l'équité. Et vous savez que c'est donc la première référence en France maintenant sur le lait, la marque du consommateur. Enfin, c'est qui le patron? D'ailleurs, je voyais un article ce matin, apparemment, ils vont faire une fondation. Donc ça va assez loin comme projet, ça ne marche pas dans toutes les catégories. Par exemple, sur le jus de fruits, je ne suis pas sûr que ça marche. Mais on voit que ça, c'est un combat politique pour aller vers une démocratie qui est délibérative et pas simplement participative. C'est-à-dire, c'est pas simplement j'ai un droit de vote, c'est je vais agir concrètement pour construire le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et c'est ça la tâche qui nous incombe. C'est d'aider les gens avec qui on travaille et à qui on s'adresse pour qu'on co-construise ensemble le monde dans lequel on a envie de vivre. Parce qu'il y a des choses que moi je trouve insupportables dans le monde actuel. Et pour moi, la première clé d'entrée, c'est la question de l'équité. La question de l'équité. Et la question de l'équité, c'est-à-dire la répartition des ressources, la répartition de la valeur économique, en fait, on va la mettre sous le tapis parce que là, on va nous sortir, par exemple, la question du déficit. Ce qui est évidemment une mesure dilatoire qui permet de faire voir certaines choses pour ne pas voir d'autres choses. Donc on est toujours dans la question de la visibilité ou de l'invisibilité des problèmes. Bon. Il y a des initiatives dans la région, vous avez entendu parler, qui est très pionnière en termes de démocratie alimentaire. Notamment la carte vitale alimentaire, donc il y a une expérimentation en Garonne qui est très intéressante parce que l'idée, c'est est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'à une carte vitale de l'alimentation ? Bon, moi je dis en 2024, est-ce qu'on peut encore accepter que dans un pays comme la France, qui est comme un pays riche, je rappelle que le pouvoir d'achat augmente année après année, contrairement à ce que les gens pensent, qu'il y a encore des enfants, des gens qui meurent de faim. Est-ce que ça, on peut encore tolérer ça ? Moi je pense que non. Donc ça c'est un problème qui est un problème d'urgence, qui n'est pas négociable. Et donc, si on veut construire une société plus juste, il faut déjà s'attaquer à ces problèmes d'équité. J'étais l'autre jour à Bordeaux, j'ai trouvé en centre-ville une école avec une grande affiche sur l'école qui dit en gros, dans notre école, 25% des enfants sont sans domicile fixe. Voilà, ça c'est un vrai sujet politique. Et c'est pas de ça dont nous parlent les politiques. Ils nous parlent de leur carrière, du pouvoir d'achat, etc. Mais pas de ça. Donc c'est encore une fois, qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai pas envie de voir. Donc oui, on vote avec son porte-monnaie, mais on vote quand ça nous arrange. Et donc c'est la question de la bonne conscience ou de la mauvaise conscience. Voilà. Donc on achète de la bonne conscience. Et les marques sont très très fortes pour nous déculpabiliser. Moi, j'avais une petite question sur la partie, dans ces différents comportements, sur les nouvelles technologies. On le voit par exemple chez Lidl. Moi, j'ai mon épouse qui va faire, et moi de temps en temps aussi chez Lidl. Oui, oui. Dès qu'on a une carte Lidl, on a l'impression de rentrer au casino, quoi. Oui, on vous fait participer, on vous fait gagner, etc. Et donc, on vous cerne complètement, petit à petit, par vos achats. Et quelle est la progression? Et c'est très insidieux parce qu'on ne s'en rend absolument pas compte, mais on est de plus en plus fliqué ou marqué, on peut utiliser le terme qu'on veut. Et je pense que ça va monter encore de plus en plus en puissance, tout simplement pour vous garder, pour vous capter d'une manière définitive, espérée, comme client. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, vous avez une logique qui s'est développée, c'est une idéologie qui consiste à dire j'achète, donc j'ai une récompense. C'est le modèle en fait du transport aérien, c'est-à-dire que vous dites bon, alors je fais un Paris-Toulouse, donc j'ai gagné, je sais pas quoi, 400 miles. Bon, et donc ça, c'est né dans le transport aérien. Après, ça s'est développé dans l'hôtellerie, et puis les distributeurs l'ont utilisé, mais sauf que eux, ils ont fait de ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire qu'ils en ont fait un jeu. Donc c'est pratiquement, vous allez chez Intermarché, je sais pas quoi, ils vous donnent des vignettes, et après, il y a une espèce de, à la sortie, il y a un truc, un jackpot, quoi. Et donc la gamification, c'est un mécanisme d'infantilisation du consommateur. Et alors, il y a un sociologue américain qui s'appelle Benjamin Barber, qui a fait un bouquin là-dessus, en gros, qui explique comment le capitalisme cherche à nous rendre enfants au maximum, à nous infantiliser, parce que du coup,
ça fait tomber les défenses. Ça fait tomber les défenses. On est dans le régime de l'émotion et pas dans le régime de la cognition. Et comme on le sait, quand on prend des décisions sur le mode émotionnel, c'est pas la même chose que sur le mode rationnel. Vous savez que, par exemple, que l'accélération de la prise de décision va favoriser les émotions et vous incite à faire des dépenses que vous n'auriez pas fait le lendemain. D'accord ? Donc, l'objectif d'un vendeur, c'est d'accélérer le processus, donc avec des call to action, et en disant demain il n'y en aura plus, c'est juste pour 1 heure, enfin tous ces mécanismes d'accélération qui font que j'ai vu une petite robe noire dont j'ai pas besoin parce que j'en ai déjà 5 dans mon placard, mais quand même celle-là je peux pas résister. Et en fait, si je me dis j'attends demain, je réfléchis ce soir, dans 98% des cas, vous n'achèterez pas la petite robe noire. Ça, les vendeurs le savent. Donc, on va toujours essayer d'embrayer la dimension émotionnelle de la décision et pas la décision rationnelle. Et donc, en fait, l'objectif du capitalisme, c'est de faire tomber l'esprit critique. Bon, donc ça, c'est le premier point. C'est une caractéristique du capitalisme et de ce que j'appelle l'économie des marques. Bon, mais après, il y a une autre chose qui aggrave, c'est ce qu'on appelle le rabbit hole. Vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est le trou du lapin. Donc c'est une référence au livre de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. En fait, c'est Alice qui va rentrer dans le terrier du lapin et ça va développer son imaginaire parce qu'elle rentre dans un autre monde. Mais les acteurs du web, ils ont compris cette logique. Donc, vous êtes plugué sur un site, par exemple d'ultra fast fashion, et en fait, ils vont vous emmener dans un univers de pages web qui va vous enfermer dans une constellation dans laquelle vous aurez du mal à sortir. Et donc, c'est un système d'enfermement digital, je pense, qui est très, très dangereux, notamment pour les enfants, parce que, en fait, ça va conduire à des comportements de plus en plus addictifs. Parce que vous rentrez dans un truc, et puis après, derrière le mur, il y a encore un autre truc. C'est comme un jeu, mais sauf que derrière, vous avez des systèmes d'incitation qui sont monétaires, puis après, il y a toutes formes d'incitation, comme vous pouvez l'imaginer. Donc oui, c'est la question de l'enfermement, et c'est toujours la question de quelle est ma capacité à vouloir développer un jugement critique sur ce qu'on me raconte. Moi, je ne suis pas du tout dans la théorie du complot, hein, je ne pense pas que tout le monde ment, mais je pense qu'il y a un moment, quand on expose une chose, il faut faire la différence entre une opinion et un fait. Un fait, c'est démontrable. Une opinion, non. Donc une chose, c'est d'avoir des opinions. On a tous des opinions sur tout et n'importe quoi, mais ces opinions ne sont pas des faits. Et ce qui compte, c'est un fait. Mais en plus, aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance dans la science. Parce qu'ils se rendent compte que la science est relative. La science n'est pas absolue. Vous savez que la science avance en remettant en question des paradigmes qu'elle avait établis. C'est sûr que il y a la physique d'avant Einstein et la physique d'après Einstein. Une fois que vous intégrez la relativité, la physique n'est plus la même. Ça ne veut pas dire que ce qu'on disait avant, c'était n'importe quoi. Ça veut dire que c'est une autre façon de voir les phénomènes physiques. Et là, par exemple, aujourd'hui, on essaie d'intégrer la physique quantique dans une façon de représenter la société. Voilà. Est-ce que, par exemple, on existe ou est-ce qu'on n'est que des virtualités ? Ça, c'est la question de la physique quantique. Bon. Donc, il y a une relativité de beaucoup de choses et cette confusion permanente entre les opinions et les faits. Donc, moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est méfiez-vous des gens que vous voyez tout le temps sur les plateaux télé. Parce qu'aller à la télé de temps en temps, il faut le faire pour expliquer les choses, mais le type qui passe 2 fois, 3 fois par jour sur les plateaux télé, c'est le gars, il bosse pas. Et il ne réfléchit pas. Et donc, ça veut dire qu'il est dans l'endoctrinement. Il faut faire attention à ça. Et ce n'est pas que la télé, hein. Ça peut être des journaux, etc. Mais les gens qui bossent, généralement, ils sont en retrait, ils sont discrets. Et l'idée, c'est pas d'apparaître, c'est d'essayer d'inciter les gens à réfléchir par eux-mêmes. Hein. Je pense que ce qui est fondamental chez l'être humain, c'est sa capacité d'autonomisation. C'est le rôle de l'école, hein. Moi, ce que je fais dans mon école, c'est d'essayer de fabriquer des individus, c'est-à-dire des gens qui ont une capacité d'autonomie, de jugement et de pensée, qui peuvent penser par eux-mêmes. Et je leur dis, voilà, si tu t'intéresses à ça, tu peux lire ça, mais moi, je n'ai pas la vérité.
Donc on se pose des questions et tu vas créer ton propre chemin pour apporter une réponse, pas la réponse. Bon, pour ça qu'on leur fait faire des mémoires, parce que le mémoire, justement, c'est poser une question et développer une méthodologie pour proposer une réponse, argumentée. Il faudrait commencer beaucoup plus jeune. Oui, mais c'est ce que font très bien les instituteurs. Puis après, je ne sais pas ce qui se passe, après ça se perd. On a des instituteurs géniaux en France, et puis après, je ne sais pas ce qui se passe, on récupère des gamins à 16 ans, on ne les reconnaît plus. Bon. Mais c'est dur aussi d'enseigner. Hein. Mais bon, l'esprit critique, ça c'est fondamental. Alors, pourquoi j'ai montré ça? J'en ai pas parlé. Le paradoxe du choix, c'est tout simplement, c'est Barry Schwartz qui a montré que si on n'a pas assez de choix, on est frustré. Et s'il y a trop de choix, on est anxieux, on ne sait pas comment choisir. Hein, c'est la fameuse carte des vins dans le resto. Il y a 2000 références. Vous êtes sûr que vous ne serez pas content parce que vous allez prendre un truc et vous allez dire « Ah ben non, en fait, j'aurais dû prendre l'autre ». Et c'est pour ça que le bon resto, il a 3 plats. Pas 15, 3. Bah, exemple, j'étais hier, l'Instant T, Ibis Style, Cité de l'Espace. Ils ont très bien compris le mécanisme. Carte hyper courte. J'ai suffisamment, 3, ça suffit. Hein. Votre cerveau ne peut pas comparer plus de 7 choses à la fois. Ça, il faut le savoir. Ne donnez jamais plus de 7 options possibles à quelqu'un pour choisir. On ne peut pas, cognitivement. Et donc, il faut rester dans les 4, 5, 6. 5, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Je veux du choix, mais je veux pas trop de choix. C'est comme le mariage d'amour. Les gens disent ouais c'est super parce qu'avant c'était le mariage arrangé, donc j'étais aliéné, j'avais pas le droit de choisir. Certes, mais sauf que le mariage d'amour, ça pose une autre question. Comment choisir? Comment savoir que c'est l'amour? Est-ce que c'est parce qu'on s'attire mutuellement, parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, parce qu'on a les mêmes projets? Donc ça repose des nouvelles questions. Et quand vous comparez, vous demandez à des sociologues du couple, hein, ce que je ne suis pas, en fait, lequel marche le mieux? Ils disent aucun. Les deux, il n'y a pas un qui marche mieux que l'autre. Bon, c'est question de le fantasme du choix et la réalité du choix. Le choix, c'est anxiogène. La liberté, c'est anxiogène. La responsabilité, c'est anxiogène. Ne pas se poser des questions, c'est confortable. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut vivre dans un monde du bien-être et du confort mental? On ne se pose pas de questions, c'est le tapis roulant. Ou est-ce qu'on a envie de se battre pour défendre un modèle de société? Moi, je suis venu aujourd'hui ici pour ça, pas pour le premier. Pour défendre un modèle de société. Et pour moi, le modèle de société, c'est donc une utopie. Et donc, c'est comment est-ce que, collectivement, on peut avoir un vrai projet de société qui inclut le travail, le loisir, la consommation, etc. L'école. C'est toutes ces questions. Voilà. Bon, choucroute. Bonjour. Moi, la question que je me pose, c'est en tant qu'agriculteur, on voit qu'on est plutôt côté utopique ou hédonique. Et pour remettre en avant notre... Bien vous en face, comme dirait l'autre. Oui, mais pour pouvoir vivre, parce qu'on voit que la partie production agricole est en train de baisser en proportion de valeur d'achat, est-ce qu'il faudrait, au niveau au-dessus de l'agriculture, et arriver à remettre en place du coup un roulement comme on voit sur certaines grandes marques entre les 4 parties pour pouvoir à terme remettre en avant notre métier agricole qui est en train de baisser. Quand vous dites un roulement, ça veut dire quoi? Vous aviez montré sur une slide où il y avait un roulement entre les parties de gauche et parties de droite. Oui, c'est ça, les scénarios. Voilà, les scénarios. Oui. Et est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à recréer un roulement, quelque chose qui fait fonctionner, et que nous, on n'est que d'une partie droite, et qu'il faudrait arriver à réenclencher un roulement sur les 4 parties? Oui, mais par exemple, c'est ce qui se passe quand vous avez, vous savez, les points collecte des fermes. Moi, j'habite en Normandie. Bon, donc il y a une zone avec un Leclerc Intermarché, et vous avez donc tout un espace avec une ferme qui a des casiers, et donc vous pouvez acheter de la viande, des légumes, etc. Et puis il y a, je sais pas quoi, les recettes de Pauline où elle fait des plats cuisinés. Et en fait là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans le modèle utopique, dans le modèle hédonique et dans le modèle pratique. L'ennemi, c'est le prix. La praticité, vous pouvez en apporter, donc il faut se rapprocher des gens,
On sait qu'il y a des moyens, notamment avec le commerce électronique. Mais l'ennemi, c'est le prix. C'est-à-dire que c'est essayer de sortir d'un discours sur le discount, sur la bonne affaire, sur etc. C'est qu'en fait, c'est la différence entre le commerce et le business. Moi, je suis dans une école de commerce, pas de business. Commerce entre les gens, commerce des idées, c'est-à-dire que je respecte l'autre et on peut échanger. On peut pas s'étriper, mais on peut se discuter ou s'engueuler, ne pas être d'accord, mais on peut discuter. Parce qu'on essaie de créer de la valeur ensemble. Alors que dans le monde du baratin, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de vérité, et donc on peut dire n'importe quoi. Si, il y a une vérité, on cherche une vérité. La vérité, c'est bien vivre, on est d'accord, bien vivre ensemble. Bon. Et donc, oui, je pense qu'il faut articuler les 3 scénarios, sauf le scénario critique, qui est le scénario de la défiance. Mais c'est compliqué parce qu'on est dans la société du discrédit. Pourquoi croire l'autre? Que croire? C'est une vraie question. Et donc, il faut des preuves. Et pour moi, la preuve, elle est dans le produit, elle est dans le fait de faire visiter son exploitation, elle est dans tout ça, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'avais demandé si je pouvais visiter, parce que moi, je suis un grand passionné de cassoulet, comme vous pouvez le voir, et je voulais visiter l'usine La Belle Chorienne, mais bon, apparemment, c'est pas possible. Mais d'aller voir les choses, comment on fait. Et moi, il se trouve que quand j'étais jeune, je faisais les moissons l'été parce que mon oncle avait une exploitation agricole. Et d'avoir vécu dans une ferme, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'était des céréales. Hein. J'ai pas fait les animaux, etc. Mais de comprendre ce que c'est que la vie à la ferme, à la campagne, etc. C'était très très structurant parce qu'il y a quelque chose du domaine de la vérité pour moi. Si je peux rebondir sur ça, il y a quelque chose qui est en train de se casser en France aussi, avec la baisse de population agricole. Et du coup, il n'y a plus ce lien, comme vous dites, avec l'oncle, avec le grand-père. Et ça c'est quelque chose qu'on perd. Et c'est un lien qui n'est plus entre les villes et les campagnes. Et même dans les campagnes, il y a quasiment plus d'agriculteurs dans les campagnes. Et c'est quelque chose qui a plus de lien. Donc le côté plaisir avec l'antériorité de la famille, tout ça se perd. C'est là qu'on est en train de casser un peu ce diagramme. Mais aussi qui est lié à aussi une crise du modèle familial aussi. Hein. Oui. Ils ont faim là, non? J'ai une question qui est pour moi de l'ordre du paradoxe. Pourquoi, quand on veut faire rêver les gens sur l'automobile, on leur pousse la dernière technologie qui va arriver demain et qui va les mettre dans des situations de vitesse, de confort, de connectivité et tout ça. Et quand on veut mettre en avant l'agriculture, on est obligé de montrer une paire de bœufs et une arrière. Parce que en fait, ça n'embraye pas les mêmes imaginaires. Je pense que l'imaginaire automobile, en fait, il s'est construit essentiellement sur les valeurs de liberté, d'aventure. Je vais loin, hein, c'était le modèle des années 60 et 70. Après, il y a une rupture qu'a apporté Elon Musk en disant, en fait, une voiture, c'est un ordinateur sur 4 roues avec un moteur de tondeuse à gazon, mais avec une batterie qui pèse 800 kg. C'est lui qui a fait la rupture. Et c'est lui qui a amené, à mon avis, la question de la technologie dans l'automobile, parce que ça permettait de faire voir ailleurs, en disant, je te vends un truc qui n'a aucun sens, mais tu as l'impression, encore une fois, que tu vas sauver la planète, parce que tu roules électrique. Et dans le monde agricole, alors là, on parle du modèle européen, mais par exemple, si vous regardez sur le site John Deere, vous allez voir que le site, c'est surtout un site sur la technologie. Ils vont vous montrer qu'ils ont inventé le premier tracteur autonome, que ça a été les premiers à développer des trucs IA pour, je sais pas quoi, séparer le bon grain de l'ivraie, etc. Donc, en fait, oui, en France, je pense qu'on a une vision qui s'enracine dans un imaginaire de la terre et pas un imaginaire de la machine. Mais on en discutait d'ailleurs quand on a préparé cette réunion. C'est pour moi, c'est pourquoi on est passé du fermier à l'agriculteur. Parce que c'est pas la même chose.
Enfin, pour moi, ça ne dit pas la même chose. Dans l'agriculteur, pour moi, il y a plus la question d'une expertise. Dans le fermier, il y a plus une question de rapport au sol. Voilà, donc c'est tous ces imaginaires-là qu'il faut travailler, je pense. Mais ça, c'est aussi au niveau de la région, parce qu'il y a une dimension de travail collectif de tous les acteurs d'une région pour savoir comment est-ce qu'on peut faire évoluer un imaginaire. Mais sauf que déplacer un imaginaire, ça prend une génération, ça ne se fait pas comme ça. Oui, ça prend du temps. Donc on est sur des temps longs, donc sur la structure. C'est ça qui est compliqué. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire, ou pas essayer de le faire. Est-ce que vous ne pensez pas que l'agriculture est victime de sa façon de produire qui se fait sous les yeux de tout le monde, alors que tout ce qui est fabriqué en usine se fait sans qu'il y ait de visibilité sur les moyens de produire? Oui, mais c'est pour ça que, par exemple, là où j'habite, je fais beaucoup de vélos, il y a des exploitations. Vous avez un panneau en disant la viande que vous mangez, que vous achetez chez Intermarché, elle vient d'ici. Ça permet de rendre visible, finalement, parce que les gens se posent plus la question. J'achète une entrecôte, ah bon, ça vient du bœuf, ah bon, etc. Bon, donc c'est une question de savoir qu'est-ce qu'on veut rendre visible. Vous savez, Blédina, dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez qu'ils organisent des visites pour les parents pour aller visiter les usines et ils invitent les agriculteurs pour leur montrer des vrais agriculteurs. C'est le monsieur qui a fait les carottes qui sont dans le petit pot. On en est là, quoi. Ça, c'est un truc de Parisien, évidemment. Mais on en parlait, le tourisme industriel, c'est-à-dire remettre les gens en contact avec la fabrication, c'est fondamental. Vous savez combien il y a de sites de tourisme industriel en France ? 6 000. 6 000. C'est énorme. Et ça, je pense que c'est très important, parce que, encore une fois, c'est retourner vers le concret. Retourner vers le concret. Montrer les gestes, les savoir-faire, les outils. Les gens, ça les passionne. Et donc, ça, je pense que c'est un vrai levier. J'ai travaillé un petit peu avec les vignerons indépendants. Et en fait, un des sujets qui développe, c'est justement comment est-ce qu'on va faire venir les clients qui vont participer aux vendanges, etc. Donc c'est l'accueil à la ferme, enfin tous ces trucs-là, parce que ça crée de la valeur. Ça crée de la valeur économique, ça crée de la valeur émotionnelle. Et donc il faut toujours aller dans des modèles de création de valeur. Donc il y a la transformation évidemment des aliments, mais après il y a tout le service, et après d'aller au maximum vers l'expérience. Je ne vois pas d'autre solution, hein, parce qu'il faut de toute façon créer de la valeur. Donc il faut augmenter la marge. Il n'y a pas le choix. Si j'ai bien compris. Monsieur le président de séance. Non, merci Benoît. Merci à vous. Hein. Parce que merci pour cette intervention. Je crois qu'elle rebalait quand même un peu ces paradoxes de la société dans leur globalité. Des paradoxes... des fois où on se dit, enfin on se le dit souvent, le bon sens paysan, on parle souvent du bon sens paysan, oui. Celui très pragmatique, celui du terrain, celui qui connaît les choses, celui qui est capable d'expliquer beaucoup de façons de produire, elle est laissée quand même de côté dans une société où l'illusionnisme, enfin vous l'avez dit, vous avez parlé on peut parler de populisme, on peut employer le mot, est une évidence. Et aujourd'hui, tout ce qui est dit est pris pour vérité sans aller chercher exactement la réalité des choses. Et les contradictions, c'est regarder son agriculteur sur le côté, à côté de chez lui, qui sort son pulvé ou jette un peu d'engrais, alors qu'il ne voit pas la grosse partie de déforestation qui se passe en Amérique du Sud, et qui va aller dans son acte d'achat. C'est une évidence. On est tous dans la salle, et tout le monde agricole est en train de se battre contre ça. Mais c'est vrai que c'est un travail qui a pris des générations. On a mis très peu de temps à déconstruire ce que vient de dire Guillaume, c'est-à-dire une relation de la population française qui était très attachée, qui était très terroir, parce qu'on avait une population d'agriculteurs, dans toutes les familles, il y avait des agriculteurs, et on connaissait la valeur de l'agriculture. En quelques décennies, à quelque chose, on a complètement perdu pied vis-à-vis de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et d'ailleurs, pour moi, la meilleure signature de marque qui ait jamais été inventée, c'était le bon sens près de chez vous, le Crédit Agricole.
Et je ne comprends pas pourquoi ils en sont débarrassés, mais il faut se réapproprier ça, le bon sens près de chez vous. Et je vais dire une chose aussi, c'est que je trouve que le logo est vraiment extrêmement bien trouvé, parce qu'il est modeste. Donc c'est un logo typographique, avec bas de casse, pas de capital, on n'est pas dans l'institution, on ne se prend pas au sérieux. Et alors, le végétal, avec toutes ces couleurs, la vie, etc. Donc cette espèce de mouvement, là je trouve qu'on sent bien le mouvement vers l'utopie et l'hédonisme. Enfin, pour moi, c'est très clair. Je trouve très, très réussi ce logo. Pourtant, je suis dur sur les logos, mais là, vraiment, il est très, très réussi, je trouve. Ça nous a valu quelques débats quand même. Mais bon. C'est normal. S'il n'y a pas de débat, on est dans le totalitarisme. Hein. Donc il faut surtout qu'il y ait des débats. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de débats hier ce matin. Hein. L'Assemblée générale, c'est oui, 80. Non. Alors, ouais, non, si, il y a du. Alors l'année prochaine, on vous invite à les assemblées de section. Vous allez voir qu'il peut y avoir du débat. Je vous assure. Non, tout ce qui a été passé ce matin ont été vus dans des assemblées de section. Donc vous ne tracassez pas, le débat a eu lieu. J'imagine. Merci. Bon, merci beaucoup, Benoît, en tout cas. Merci beaucoup.